Voilà, on va continuer sur l'arithmétique. Il y a tout un chapitre d'exercices sur les équations diophantiennes, donc les équations dont on cherche les solutions sur Z. Alors là, je vous conseille de regarder la vidéo qui s'appelle Exercice en arithmétique. Hein, toujours pareil, hein, vous tapez Phil Caldero, exercice en arithmétique dans la recherche YouTube et normalement vous tombez sur une playlist avec pas mal d'équations diophantiennes, différentes approches. Bon, alors maintenant, on va passer à des petites choses, c'est les réseaux sur Z. Alors, bon, bah, souvent, quand on a des équations, on va dire linéaires, mais diophantiennes, à plusieurs inconnus, on tombe sur des problèmes, de la même manière que quand c'est sur un corps, ben, on tombe sur des problèmes d'algèbre linéaire, hein, évidemment, donc d'espace vectoriel. Là, quand c'est diophancien et linéaire, on tombe sur des problèmes de réseau. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on appelle un réseau sur Z. Donc, pour nous, ça va être un groupe qui est isomorphe à Zn. Donc, on pourra considérer que le groupe c'est Zn, hein, d'accord. Et une famille EI. Bon, de toute façon, on va commencer par les problèmes de base. Hein. Est-ce qu'on peut trouver une base? Alors bien sûr, là il va y avoir la base canonique. Quelles sont toutes les bases possibles? Et, déjà, bon, on commencera comme ça. Et est-ce qu'une partie libre peut être prolongée en une base? Donc vraiment, on revient au socle, hein, des espaces vectoriels, sauf que là, on n'est pas sur un corps, on est sur Z. Alors, donc une famille EI est une Z base de Zn. Bon, bah, si elle est libre, c'est-à-dire somme de I égale 1 à M de alpha I égale 0, implique alpha I égale 0, quel que soit I, hein, bien sûr, et génératrice, c'est-à-dire tout élément de Zn peut se décomposer en somme de I égale 1 à M de alpha I, EI, avec les alpha I dans Z. Voilà. Alors, donc l'exercice, hein, montrer que libre dans Zn implique libre dans l'espace vectoriel Qn. Bon. 2. Montrer que une Z base de Zn a forcément pour cardinal n. Donc ça, déjà, ça commence à ressembler à ce qui se passe dans les espaces vectoriels. Soit EI, une Z base de Zn, et P, la matrice de passage de la base canonique, hein, qui est la base canonique de Zn, vers la base EI, d'accord, montrer que le déterminant de P est égal à plus ou moins 1. Alors ça, c'est intéressant, parce que dans les espaces vectoriels, on avait det de P différent de 0, et là, on a det de P égale à plus ou moins 1. Ce qui veut dire que l'essentiel dans le déterminant, c'est pas d'être nul ou pas, c'est d'être inversible, parce que plus ou moins 1, ce sont les inversibles de Z. Bon. Et réciproquement, c'est-à-dire on suppose que la matrice de passage, hein, de BI vers une famille EI a pour déterminant plus ou moins 1, est-ce que EI est une Z base? Voilà. Quatrièmement, donner une partie libre de Zn qui ne se prolonge pas en une Z base, d'accord, on déduira de 3, et étudier le cas n égale 2. Étudier le cas n égale 2, quelles sont les parties libres, on va dire à un élément, hein, de Z2 qui se prolonge en une base. Voilà, en utilisant 3. Voilà, là maintenant c'est à vous de jouer. Bon, le 1, je suppose que vous savez tous le faire. Hein. Si c'est libre dans Zn, vous voulez montrer que c'est libre dans Qn. Donc vous imposez les conditions, la même condition avec les alpha i dans Q. Et vous écrivez alpha i de la forme pi sur qi, avec alpha i qi entier. Vous multipliez par ce qu'il faut, c'est-à-dire par le produit des QI ou le PPCM des QI, comme vous voulez. Mais bon, le produit des QI, ça marche très bien. Pour obtenir une relation Z linéaire, nulle, donc vous utilisez que c'est libre dans Zn, que c'est Z libre en quelque sorte, et donc ça va être, tous les pays du coup vont être nuls, et donc les alpha i vont être nuls. Donc ça,
c'est évident. D'ailleurs, entre parenthèses, la réciproque, elle est encore plus évidente, hein, parce que si c'est libre quand on prend les alpha i dans Q, c'est forcément... l'implication est aussi vraie si on prend les alpha i dans Z, c'est une évidence. Bon, alors maintenant, un peu plus dur, montrer qu'une Z base de Zn a pour cardinal n. Donc, regardez, on va exprimer les bases, c'est assez agréable d'exprimer les bases avec des isomorphismes. Parce que si EI, I de 1AM est une Z base, ça veut dire qu'on a un isomorphisme de Zn dans Zm. Attention, un isomorphisme de groupe. Donc ici, c'est quoi l'isomorphisme? X dans Zn, puisque lui est une Z base de Zn, X s'écrit avec des coordonnées et de façon unique. Donc il s'écrit xi, et xi, on va le voir comme un muplet d'éléments de Z, d'accord? Puisque c'est générateur, et de façon unique, donc phi est injectif, et puis évidemment surjectif. Donc on a trouvé un isomorphisme, bon, c'est clairement un morphisme de groupe, hein, x donne xi, et on a trouvé un isomorphisme ici, d'accord? Alors si c'est un isomorphisme, je prends la base canonique, ici, elle a n éléments, elle est libre, donc elle s'envoie ici sur une partie libre, puisque on a un isomorphisme, elle est libre dans Qm, et donc n est inférieur à m. Voilà. Et en prenant l'isomorphisme inverse, on a m inférieur à n, donc m égale n. Voilà, c'est toujours bien pratique, hein, d'accord? Mais on s'est servi du 1. Donc on va montrer que la matrice de passage P de la base BI vers EI, elle est déterminant plus ou moins 1. Alors, comment on va faire? En fait, on est plus à l'aise, peut-être, avec les espaces vectoriels. Non, même sûrement. Donc, regardons ça au niveau des espaces vectoriels. Comment caractériser P? P, eh ben, c'est la matrice de l'isomorphisme phi dans la base B qui envoie la base B vers EI. D'accord? Donc ça, c'est un isomorphisme d'espace vectoriel. Il envoie une base, donc finalement, c'est aussi une base de Qn. Hein, et là, EI, c'est aussi une base de Qn. Pourquoi? Parce que ça, c'est libre, d'accord? C'est Z libre, donc c'est Q libre. C'est Q libre donc dans Qn, et ça a le bon nombre d'éléments, n éléments, donc c'est une base. Donc ici, on va avoir une matrice de passage qui va être inversible pour l'instant dans Q. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est que son déterminant, il est non nul. D'accord? Et aussi, comme cette matrice-là, c'est EI que l'on voit en colonne, d'accord, dans la base des BI, eh ben, c'est forcément à coefficient dans Z parce que EI s'écrit, appartient à Zn, donc s'écrit à coefficient dans Z dans BI. Donc P est une matrice à coefficient dans Z forcément. Maintenant, comment inverser P? C'est ça qu'on veut. Eh bien, on prend BJ ici, tout en restant dans la base canonique hein, de Qn. Alors, on prend BJ et on veut voir quel est son antécédent par phi. On décompose BJ en somme de alpha ij EI, d'accord, pour tout j de 1 à n. C'est possible parce que EI est une Z base, donc les alpha ij sont dans Z, et donc maintenant, comme les EI, leur antécédent c'est BI, la somme ainsi indice I, la somme indice I des alpha ij EI, son antécédent ça va être la somme des alpha ij BI. Hein, d'accord? Bon, donc, ça veut dire que BJ s'envoie là-dedans. C'est-à-dire que si je regarde la matrice dans la base B de phi-1, d'accord? Donc ça veut dire les colonnes les colonnes de ces éléments-là dans la base des B, ça va nous donner la matrice tout simplement des alpha ij. Mais cette matrice, bon, donc on vérifie que Q est égal à alpha ij,
D'accord? Voilà, c'est tout simplement ça. C'est ce qui est écrit là. Et alpha ij est dans Mn de z. Donc, comme c'est des matrices dans les mêmes bases, hein, c'est pour ça qu'on a pris les mêmes bases B ici et B là, comme c'est les matrices dans les mêmes bases, bah, en disant que phi et phi-1 sont inverses, matriciellement, c'est écrit que PQ est égal à IN. Maintenant, je prends le déterminant, ça fait det de P fois det de Q est égal à det de IN, c'est-à-dire 1. Et donc, ça, c'est dans Z, ça, c'est aussi dans Z. Donc, det de P est inversible dans Z, donc c'est égal à plus ou moins 1. Voilà, donc maintenant, on va voir la réciproque. Voilà, pour la réciproque, prenons P, la matrice de passage de P de BI dans EI. On suppose que le déterminant de P est égal à plus ou moins 1. Et bien, on va regarder Q égale 1 sur det de P transposé de la comatrice de P. Comme det c'est inversible dans Z, ça c'est dans Z. Et P, comme c'est un coefficient dans Z, la comatrice va être dans Z, la transposée de la comatrice va être dans Z, ça va être Mn de Z, et Q, c'est tout simplement l'inverse de P. Donc d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, si j'écris Q égale alpha ij, ça veut dire que Bj est égal à somme des alpha ij ei, d'accord, et alpha ij est un coefficient dans Z. Toute combinaison linéaire des Bj et combinaison Z linéaire des EI. Donc quand on prend un élément de Zn quelconque, il se décompose sur Bj avec des coefficients dans Z, donc sur Ei avec des coefficients dans Z. Ce qui veut dire que Ei est une famille génératrice de Zn. Maintenant, le fait qu'elle soit libre, c'était clair qu'elle était libre dans Qn, parce que la matrice de passage, c'est une matrice de déterminant P égale plus ou moins 1, donc différent de 0. D'accord ? Donc une matrice inversible dans Q, ça veut dire que c'était libre dans Q. Mais on a vu que libre dans Q, ça veut dire que c'est libre dans Z. Donc là, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc on a montré comment construire des Z-bases avec des matrices de passage, de déterminants plus ou moins 1. Et c'est la seule façon de construire des Z-bases. Alors maintenant, on va étudier des exemples et des contre-exemples. Voilà, il faut trouver une partie libre de Zn qui ne se prolonge pas en une Z-base. Donc, on prend E1 de coordonnées alpha i, dans Z évidemment, avec le PGCD des alpha i différent de 1. Donc, il y a un diviseur D strictement plus grand que 1. Ça veut dire que maintenant, je peux écrire E1 comme D E'1. Mais E'1 va être un coefficient dans Z. Donc, supposons par l'absurde que E1 jusqu'à En est une Z-base, alors je vais pouvoir construire, d'accord, je vais écrire ceci de la forme D E'1, et puis après E2, En, d'accord, parce que E1 égale D E'1. Mais maintenant, ça veut dire que la matrice de passage de B à E, c'est la matrice de ces vecteurs-là en colonne. Et quand je vais prendre le déterminant de P, d'après la multilinéarité du déterminant, D va diviser le déterminant de P. Dans Z, évidemment, parce que le déterminant de ceci, quand j'enlève le D, sera bien dans Z, parce que le prime 1 est dans Z et tous les autres sont dans Z. Donc ici, j'ai bien D qui va diviser le déterminant de P, ce qui est absurde, parce que normalement, le déterminant de P devait être égal à plus ou moins 1 si on avait une base. Voilà. Maintenant, pour n égale 2, on a une réciproque. D'ailleurs, je signale qu'on a une réciproque de tout le temps. Donc on peut, si le PGCD des alpha i est égal à 1, en quelque sorte, alors on peut prolonger ceci en E1 en une base. Ça, c'est quelque chose d'assez important, et ça généralise que toute partie, tout élément non nul d'un espace vectoriel, en dimension finie évidemment, se prolonge en une base. Là, il faut remplacer non nul par PGCD des coefficients égale à 1. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe pour n égale 2 ? On va prendre E1 égale AB,
Et donc, A et B, on les suppose premiers entre eux, d'accord? Parce qu'on sait que s'ils ne sont pas premiers entre eux, ben, ça ne marche pas. Mais comme ils sont premiers entre eux, AU plus BV est égal à 1 pour des UV dans Z. Maintenant, j'écris le déterminant de AB et moins VU. Ben, ça fait AU plus BV. Donc ça, le déterminant est égal à 1. Ce qui assure que quand je vais regarder AB en colonne et moins VU en colonne, ça me donne une matrice de passage de déterminant 1. Donc on va avoir une base. Donc ceci, ça va être une Z base. Donc on a prolongé AB en une Z base. Et ça, je vous le dis, hein, ça c'est un théorème plus profond, mais ça marche à tous les coups dans toutes les dimensions.